Il y a des affaires qui divisent. Des affaires qui passionnent, qui révoltent, qui obsèdent. Des affaires où chacun a son opinion, sa certitude, sa vérité. Et puis, il y a des affaires qui font mal. Profondément, durablement, viscéralement mal. Parce qu'elles parlent de quelque chose que tout le monde comprend. Un couple, une maison, 2 enfants qui dorment. Et une femme qui disparaît dans la nuit, sans laisser de traces. L'affaire Delphine Jubillard est de celle-là. Pendant 5 ans, la France entière a suivi cette histoire avec une intensité rare. 5 ans de battues, de fouilles, de rebondissements judiciaires. 5 ans de questions sans réponse. Et une question au-dessus de toutes les autres. Où est Delphine ? Le 17 octobre 2025, la cour d'assises du Tarn a rendu son verdict. Un homme a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse, sans que le corps de la victime n'ait jamais été retrouvé, sans scène de crime formellement identifiée, sans aveu. Une condamnation bâtie sur des indices, sur des comportements, sur des silences, et sur ce que le droit appelle l'intime conviction. Voici l'histoire de Delphine Jubillard. Delphine Ossaguel, née le 15 novembre 1987, à Gaillac, dans le Tarn. Infirmière diplômée d'État, elle travaille de nuit à la clinique Claude Bernard d'Albi. Une femme de terrain, attentionnée, dévouée, mariée depuis juillet 2013 à Cédric Jubillard, auto-entrepreneur peintre plaquiste. Le couple habite une maison inachevée construite par le mari, au 19 rue Yves Montand, à Cagnac-les-Mines, une commune du Tarn marquée par son passé minier. Ils ont 2 enfants, Louis, 6 ans, et Elia, 18 mois, au moment de la disparition. En apparence, c'est une famille ordinaire. Mais derrière les murs de cette maison inachevée, quelque chose ne va plus depuis longtemps. À l'été 2020, Delphine fait part à Cédric de sa volonté de divorcer. Elle a un amant, un homme de Montauban, et projette de s'installer à Albi avec lui. Une nouvelle vie, loin de cette maison, loin de ce mariage qui s'est effrité. Cédric Jubillard, lui, prétendra ne pas avoir connu l'existence de cet amant, et affirmera que la séparation était non conflictuelle. Le procès démontrera, point par point, que ces 2 affirmations sont fausses. Cédric a grandi dans des familles d'accueil, placé 2 fois durant son enfance. Un parcours que la cour d'assises qualifiera plus tard de source de cicatrices psychiques profondes, l'ayant conduit à développer un besoin de contrôle pathologique, un besoin de tout maîtriser, tout posséder, tout garder. Nuit du mardi 15 au mercredi 16 décembre 2020. Cagnac-les-Mines, Tarn. La rue Yves Montand est plongée dans l'obscurité. Pas d'éclairage public à cette heure-là. Les enfants dorment. Et Delphine disparaît. À 4 heures du matin, Cédric envoie un message à une proche de Delphine. Dit à Delphine de rentrer. Personne ne répond. À 4h09, il appelle la gendarmerie. Les gendarmes arrivent à 4h50. Et là, face au premier constat, quelque chose ne va pas. Quelque chose cloche profondément. Delphine est partie, sans son sac à main, sans ses lunettes, dont elle avait besoin pour voir, sans son chargeur de téléphone, sans aucun effet personnel, et sans sa voiture. Son téléphone a émis pour la dernière fois à 22h55, en déclenchant un relais téléphonique inhabituel pour l'endroit où elle se trouvait ce soir-là. La lampe torche de son téléphone n'a jamais été allumée cette nuit-là, alors que la rue était plongée dans le noir. Le lendemain matin, Cédric tente de joindre Delphine 180 fois jusqu'à 10h du matin. 180 appels, comme un homme désespéré, ou comme un homme qui joue le rôle d'un homme désespéré. Puis seulement 2 appels le lendemain, avant de cesser complètement, comme si, à un moment précis, il avait su que ces appels ne servaient plus à rien. Les enquêteurs noteront cette rupture, et ne l'oublieront jamais. Les premières semaines sont celles de la mobilisation. Le 23 décembre 2020, près de 1000 personnes se rassemblent pour une battue citoyenne dans les environs de Cagnac-les-Mines. Des hommes, des femmes, des voisins,
des inconnus, tous venus chercher Delphine dans les champs, les bois, les fossés. La couverture médiatique explose. Les journaux, les plateaux télé, les réseaux sociaux. L'affaire Jubillard devient en quelques semaines l'une des plus suivies de France. Comparable, disent les observateurs, aux affaires Grégory et Dupont de Ligonnès. En janvier et février 2021, le téléphone de Delphine émet des signaux mystérieux, qui alimentent espoir et rumeurs, avant d'être finalement attribués aux manipulations techniques des enquêteurs. Le 16 juin 2021, Cédric Jubillard, sa mère et son beau-père sont placés en garde à vue. Le 18 juin 2021, Cédric Jubillard est mis en examen pour meurtre aggravé par les juges d'instruction de Toulouse. Le procureur Dominique Alzéari prend la parole devant les caméras et énumère les charges accablantes retenues contre l'accusé. La disparition en pleine nuit sans aucun effet personnel. La procédure de divorce conflictuel, soigneusement dissimulée. Le comportement brutal du mari envers sa femme et ses enfants. Une voiture déplacée cette nuit-là, par une personne qui n'a pas le permis de conduire. Des cris de femmes entendus par deux voisines, vers 23 heures. Et le comportement du podomètre du téléphone de Cédric, totalement incohérent avec ses déclarations. Cédric Jubillard est placé en détention provisoire, où il restera jusqu'à son procès, soit plus de 4 ans. En janvier 2022, de nouvelles fouilles sont entreprises dans une ferme incendiée à Cagnac-les-Mines, sur la base des déclarations d'un codétenu affirmant que Cédric lui avait avoué le meurtre et lui avait indiqué l'emplacement du corps. Les fouilles ne donnent rien. En décembre 2022, une reconstitution judiciaire est organisée. Le 21 novembre 2023, le parquet général annonce le renvoi de Cédric Jubillard devant la cour d'assises, estimant que les charges sont suffisantes, malgré l'absence de corps, malgré l'absence de scène de crime formelle, malgré l'absence d'aveu. 10 juillet 2025. À quelques semaines de l'ouverture du procès, une femme prend la parole publiquement. Une ex-compagne de Cédric Jubillard. Elle affirme qu'il lui aurait avoué le meurtre de Delphine, qu'il lui aurait même indiqué l'emplacement du corps. Et puis elle rapporte cette phrase terrifiante qu'il lui aurait dite un soir, dans l'intimité de ce qui ressemblait à une relation ordinaire. Je l'ai déjà fait une fois. Je peux le faire 2 fois. Si tu ne me trompes pas, tu n'as rien à craindre. Ces mots résonnent comme un aveu, ou comme la menace d'un homme qui se croit intouchable. Le 21 juillet 2025, la présidente de la cour d'assises du Tarn ordonne l'audition de cette femme avant le début du procès. La France retient son souffle. 22 septembre 2025. Albi, cour d'assises du Tarn. 4 ans et demi après la disparition de Delphine Jubillard. Le procès s'ouvre enfin. 4 semaines qui vont tenir la France en haleine. 4 semaines au cours desquelles chaque détail, chaque témoignage, chaque silence, va peser dans la balance. Les 2 premières semaines sont consacrées aux témoins. La famille de Delphine, ses amis, ses collègues, ses voisins. Chacun apportant une pierre supplémentaire à l'édifice. Un portrait de femme qui voulait partir, qui avait un projet, une vie devant elle. Et puis, l'amant de Montauban prend la barre. Il confirme que Delphine avait prévu de s'installer avec lui. Il décrit leur relation, leur projet. Et il révèle ce détail qui va marquer les esprits. Le soir de sa disparition, peu avant 23 heures, Delphine lui avait envoyé une photo d'elle, douchée, en tenue de nuit, prête à aller se coucher. Une photo anodine, intime, ordinaire, le genre de photo qu'on envoie à quelqu'un qu'on aime, sans savoir que c'est la dernière. 6 octobre 2025. La 3e semaine du procès, celle que les journalistes appellent déjà la semaine des preuves. Les éléments matériels défilent un par un devant la cour. La voiture du couple, déplacée cette nuit-là, par une personne sans permis de conduire. Les données GPS du téléphone de Cédric, obtenues via Google, qui racontent une nuit très différente de celle qu'il décrit. Et puis, les lunettes de Delphine, retrouvées dans le salon.
brisées en 3 morceaux. Ces lunettes dont elle avait besoin pour voir. Ces lunettes qu'elle n'aurait jamais laissées derrière elle de son plein gré. Ces lunettes brisées, comme si quelque chose de violent s'était passé. Dans cette maison inachevée, dans cette nuit du 15 décembre 2020. Les déclarations des ex-compagnes et des codétenues s'accumulent, chacune apportant un fragment supplémentaire. Un comportement, une phrase, un aveu murmuré dans l'obscurité d'une cellule ou d'un appartement. Et Cédric Jubillard, assis dans le box des accusés, maintient son innocence, sans trembler, sans pleurer, sans exprimer la moindre émotion visible. 17 octobre 2025. La salle de la cour d'assises du Tarn à Albi est archi-comble. Des familles, des journalistes, des curieux. Des gens qui ont suivi cette affaire depuis le premier jour. Qui ont cherché Delphine dans les bois de Cagnac-les-Mines un matin de décembre 2020. Qui ont attendu, espéré, désespéré. Et qui sont là, aujourd'hui, pour entendre la réponse. Après près de 6 heures de délibéré. La présidente de la cour d'assises entre dans la salle et prononce le verdict. En 2 minutes à peine, Cédric Jubillard est déclaré coupable du meurtre de son épouse Delphine Ossaguel et condamné à 30 ans de réclusion criminelle, conformément aux réquisitions du parquet, sans période de sûreté spéciale, ce qui signifie qu'il pourra théoriquement demander une libération conditionnelle après avoir purgé les 2/3 de sa peine. Ses avocats annoncent immédiatement faire appel. 6 jours plus tard, le 23 octobre 2025, la cour d'assises du Tarn publie quelque chose d'exceptionnel. Un arrêt motivé de 12 pages, rendu public de manière inhabituelle, détaillant point par point, avec une précision chirurgicale, les raisons de sa décision. Ce document est accablant. La cour y affirme avec une clarté sans ambiguïté. Delphine n'a pas disparu volontairement. Elle n'a pas été victime d'un accident. Elle ne s'est pas suicidée. La cour établit l'existence d'une scène de crime au domicile conjugal. La dernière trace de Delphine vivante se trouvant dans cette maison inachevée de la rue Yves-Montand. Elle retient le mobile du refus d'accepter le divorce. Et décrit la personnalité de Cédric Jubillard en des termes qui résonnent comme un jugement définitif. Immature, assez psychorigide, égocentrique, peu sujet à l'introspection, la Cour souligne qu'il n'a exprimé aucun remords pendant toute l'audience, qu'il n'a eu aucune réaction à l'évocation de la souffrance de ses enfants, et qu'il n'a donné aucune information sur l'endroit où se trouve le corps de Delphine, privant ainsi sa famille d'un lieu de recueillement. Ce dernier point, cette phrase sobre et terrible, résume peut-être mieux que tout ce que représente cette affaire. Une femme disparue, dont les proches ne pourront jamais se recueillir sur une tombe, parce qu'un homme, quelque part, sait où elle se trouve, et choisit de se taire. Le 1er décembre 2025, la Cour d'assises du Tarn rend sa décision sur une question mise en délibéré lors du procès. Cédric Jubillard est déchu de son autorité parentale sur ses 2 enfants, Louis et Elia. Ces 2 enfants qui vivent depuis 2021 chez la sœur de Delphine restent sous la garde de leur tante maternelle. Une décision qui dit beaucoup sur ce que la justice pense de cet homme et sur ce qu'elle veut protéger. Le 19 février 2026, il est annoncé que le procès en appel de Cédric Jubillard est fixé au 21 septembre 2026, devant la cour d'assises de Toulouse. Lors de ce nouveau procès, Cédric Jubillard risquera à nouveau la perpétuité, la cour d'appel pouvant aggraver, comme alléger, la peine prononcée en première instance. L'histoire n'est pas encore tout à fait terminée. L'affaire Jubillard a traversé les frontières du simple fait divers, pour devenir quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus nécessaire à entendre. Elle a cristallisé en France un débat de société autour du féminicide conjugal, de la violence faite aux femmes dans le cadre du mariage, des signes avant-coureurs que l'entourage, et parfois les institutions, ne voient pas, ou ne veulent pas voir. Elle démontre qu'une condamnation pour meurtre est possible sans cadavre, ni aveu, sur la seule base d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants.
ce que les juristes appellent l'intime conviction. Elle a également mis en lumière les dérives des enquêtes citoyennes sur les réseaux sociaux. Des groupes Facebook de plusieurs milliers de membres, se prenant pour des détectives, diffusant des théories, des accusations, des certitudes, parasitant parfois le travail judiciaire, et blessant parfois des innocents au passage. Plusieurs sociologues et avocats ont dénoncé ce phénomène avec force, rappelant que la justice, aussi imparfaite soit-elle, n'est pas un jeu, et que la vérité ne se trouve pas dans les commentaires d'un groupe Facebook. Delphine Jubillard avait 33 ans quand elle a disparu. Une nuit de décembre, dans une rue obscure de Cagnac-les-Mines. Elle rentrait peut-être d'une promenade nocturne. Ou peut-être n'est-elle jamais sortie de cette maison inachevée. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Et peut-être que personne, sauf un homme qui se tait, ne le saura jamais vraiment. Ce qui est certain, c'est qu'elle avait un projet, une vie devant elle, un homme qu'elle aimait, 2 enfants qu'elle adorait, et l'envie de recommencer. Cette envie que certains hommes, certains maris, certains pères, ne supportent pas. L'affaire Jubillard n'est pas seulement l'histoire d'une femme disparue. C'est l'histoire de milliers de femmes qui vivent dans des maisons où l'air devient irrespirable, où la volonté de partir, de recommencer, de vivre autrement, devient dangereuse. Delphine Jubillard n'a pas de tombe. Ses enfants n'ont pas de lieu de recueillement. Mais ils ont une tante qui les élève avec amour. Ils ont une mère qui restera vivante dans leur mémoire. Et ils ont la vérité, du moins une partie d'elle, telle qu'une cour d'assises l'a établie. Le 17 octobre 2025, lors d'une audience de 2 minutes, dans une salle archi-comble, à Albi, dans le Tarn. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. Si elle vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, partagez-la autour de vous. Abonnez-vous à Enquête criminelle pour ne manquer aucun épisode. Et rendez-vous très bientôt pour plonger ensemble dans une nouvelle affaire. Jusqu'alors, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.